Ça marche beaucoup mieux comme ça, hein. Toujours ouvrir le micro, règle numéro 1. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. C'est un plaisir d'être de retour ici à DevFest. C'est ma 2e fois. Et puis, j'avais beaucoup apprécié l'année passée le format de la conférence, la vibe, l'ambiance, l'organisation. Merci à l'organisation. Je viens de la Suisse romande. Je peux vous faire l'accent de mon père si vous voulez, mais je ne vais pas l'utiliser pour toute la conférence. Donc il y aura peut-être quelques suissismes dans mon expression. J'ai plutôt l'habitude de travailler en anglais, donc parfois je cherche mes mots dans les présentations en français. Je vais essayer de ne pas être trop mauvais de ce côté-là. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est maîtriser les fondamentaux du développement web. En fait, hier soir au souper des speakers, j'ai réalisé que je suis vraiment passionné du web. Ça fait longtemps que j'en fais, comme vous le verrez. Et puis le web, parfois on se dit, c'est pas très difficile, HTML, CSS, JavaScript, et c'est bon. Et on va voir qu'il y a quelques éléments supplémentaires qui sont importants. Surtout si vous faites un site qui a une certaine taille. Je travaille pour Adobe, on a un bureau en Suisse à Bâle, et dans ce bureau-là, on développe un produit qui s'appelle Experience Manager, qui sert en fait de base pour construire des sites, des gros sites web en fait. Des sites de grandes entreprises multinationales où vous avez 4000 auteurs qui écrivent un site qui est traduit en 38 langues. Le site de adobe.com tourne sur notre produit depuis environ 20 ans. Donc c'est ce genre de site qu'on fait, donc du solide si on veut dire. Je suis aussi actif dans l'open source. J'ai été au comité de direction de la fondation Apache pendant 14 ans. Et actif dans un certain nombre de projets, l'incubateur. C'est pas tellement un sujet pour cette conférence, mais si vous me croisez dans le couloir, on peut parler de ça aussi volontiers. Donc on va toucher à beaucoup de concepts, mais chaque fois avec peu de détails. On va vraiment effleurer toutes ces choses-là avec des liens qui vous permettront d'aller plus loin, mais je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail dans aucun de ces éléments. Je suis moi-même un généraliste. Donc, si vous me posez des questions de détail sur CSS, même sur JavaScript, je pourrais en général pas y répondre. Mais je sais parler avec les gens qui savent. Et ça, c'est important, savoir ce qu'on ne sait pas. Et on a besoin de généralistes, je crois, pour coordonner tout ça. On commence en bon français avec la web platform. Il y a pas mal, les slides sont plutôt en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de texte. J'espère que ça vous ira. La plateforme du web, qu'est-ce que c'est? Donc, comment fonctionne le web? C'est ce qu'on a dit. Vous avez un serveur qui va fournir des pages ou des ressources telles que des images, du code JavaScript, des feuilles de style CSS, etc. Et vous avez un browser, le client, qui va interpréter le HTML, qui va appliquer des feuilles de style CSS sur le HTML et qui va éventuellement utiliser du JavaScript pour rendre tout ça un peu plus dynamique. Parfois trop d'ailleurs, on verra. Et puis entre deux, le protocole HTTP et le web. Voilà. C'est pas très compliqué. Hier, j'étais à Bâle avec un stagiaire, un écolier qui fait un stage chez nous. En 10 minutes, on a fait une page web. Un petit peu de HTML, un petit peu de CSS, on a mis ça ensemble. On a poussé ça dans GitHub, on a activé les GitHub Pages. Et on avait un site web. J'ai dit, voilà, ce soir, tu peux montrer à tes parents un site web que tu as fait pendant ton stage. Ça a pris 10 minutes. Donc, le principe de base du web est très simple et c'est génial. C'est ce qui a fait que le web s'est développé. Regarder le code source des pages qui existent, etc., nous a aidé à progresser. Le web est défini par... on parle aujourd'hui beaucoup de la web platform. Donc, la plateforme du web, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des specs, des formats, des langages qui nous permettent de faire fonctionner le web. En premier lieu, HTML, bien sûr, le langage qui définit ce qu'on voit sur les pages. Et j'ai mis ici un petit logo 2024. Je suis peut-être un des plus vieux dans la salle, mais quand même, si vous faites du web depuis un moment et que vous avez appris HTML il y a 15 ans, il faut se mettre à jour. HTML a beaucoup évolué, dans le sens d'être plus sémantique, plus puissant, plus expressif. Donc il faut vraiment suivre ce qui se passe. Et HTML aujourd'hui, c'est un living standard, un standard vivant. Et quand j'ai regardé ça le 15 novembre, il y a quelques jours, dernière update 15 novembre. Si vous regardez aujourd'hui, ça a peut-être déjà changé.
Donc c'est un langage qui est toujours en évolution. Et il ne faut pas se cantonner au HTML de vos parents. Ensuite, le CSS, aussi une norme du W3C, le World Wide Web Consortium, c'est difficile à prononcer ça. Donc le Cascading Style Sheets, des feuilles de style en cascade qui nous servent à formater le HTML, enfin à définir l'apparence de ce HTML, les détails de l'apparence sur la page. C'est aussi une spécification qui a beaucoup progressé dans les derniers 5 ans, je dirais. Donc là aussi, il ne faut pas se cantonner au CSS d'il y a 5 ans ou ne pas utiliser trop de frameworks qui nous cacheraient les avantages du CSS d'aujourd'hui. La plateforme a beaucoup évolué et on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui juste avec la plateforme, ce qu'on appelle Vanilla.js, donc juste peut-être un tout petit peu de JavaScript et pas grand-chose de plus. Le JavaScript est défini par la norme ECMA 262. Techniquement, ça s'appelle ECMAScript, peu importe, c'est le langage qu'on utilise, qui est un langage assez bizarre. Moi, je suis toujours fasciné par JavaScript. Tout d'un coup, j'ai un collègue qui me montre un truc, je regarde ça, ah ouais, ça marche en plus. C'est un langage qui est très expressif, très puissant, mais qui peut être assez dangereux. C'est un peu le couteau de cuisine bien affûté avec lequel on doit être prudent. Et quatrième élément de la web plateforme, les web APIs, les interfaces de programmation du web, qui sont des services que vous avez dans votre browser, dans le client, pour lire des fichiers, pour jouer de la vidéo, pour jouer de l'audio, etc. Donc, toute une série d'interfaces qui nous permettent de faire fonctionner le web. Ça, c'est la plateforme qui est utilisée par les browsers, donc les clients, le browser que vous utilisez pour aller sur le web. Et un concept important pour les browsers, c'est le evergreen web, le web toujours vert, comment on dirait ça en français, le web qui évolue en continu, et les browsers aujourd'hui sont mis à jour très souvent. Tous les browsers sur votre client, sur votre téléphone, sur vos ordis, ils vont vous dire, ou ils vont même pas vous dire, ils vont faire une update et ils se maintiennent à jour. Et ça, c'est extrêmement utile pour nous. Il y a 5 ans, 10 ans, on avait toujours le problème que les browsers n'étaient pas à jour, on ne pouvait pas utiliser un nouveau truc parce qu'il n'y avait pas sur une certaine version qui était encore très répandue, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus unifié. Vous avez de fortes chances que vos clients, quand ils viennent sur votre site, ils aient un browser qui est à jour. Ce n'est pas forcément le cas. C'est bien d'être quand même un petit peu défensif par rapport à ça, mais on peut quand même, en général, un peu compter dessus. Et puis, vous avez des sites qui vous donnent des informations sur ces browsers. Celui que j'utilise le plus, c'est MDN, Mozilla Developers Network, qu'on appelle the User Manual of the Web, le mode d'emploi du web. Vraiment, sur MDN, vous avez tout. Toutes les specs, des tutoriels, des liens sur d'autres choses. Pour moi, c'est toujours ma référence. Quand je cherche quelque chose sur un élément HTML ou une règle CSS, je commence toujours par MDN. C'est, je pense, un très bon point de départ. Et un autre service important, caniuse.com, qui vous donne les détails. Est-ce que je peux utiliser un certain élément HTML ou une certaine règle CSS sur certaine version de browser? Est-ce que ça va marcher partout ou pas? Et là, ça dépendra de à qui votre service est destiné. Si vous faites un site web interne pour votre entreprise, vous pouvez peut-être dire tout le monde est sur Firefox dernière version. Et ça simplifie beaucoup les choses. Vous pouvez dire, voilà, si ça marche sur Firefox, c'est bon. Et puis, si vous êtes Adobe.com et que vos clients utilisent n'importe quel browser, vous n'avez aucun contrôle, vous devez être compatible. Vous devez vous assurer que tout le monde pourra utiliser votre site. Peut-être mieux si vous avez un browser très récent et d'une manière un peu plus simple si vous avez un téléphone avec un vieux browser, mais il faudra que ça marche si vous voulez vendre vos produits. Donc ça, c'est les bases de la web plateforme, c'est ces 4 éléments qui forment la plateforme et le evergreen web qui fait que les browsers sont très souvent aujourd'hui maintenus à jour. Deuxième élément, ça va aller assez vite. Hein. Je vous exhorte à rester bien réveillé, ou j'essaierai de... Je ne vais pas te faire trop de gags, mais quand même, il y a du rythme, je crois, dans cette présentation. Qui est toute nouvelle d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. J'avais mis un petit signe bêta sur la première page. C'est la première fois que je donne cette présentation. Donc, votre feedback sera très bienvenu. Deuxième élément, on a un site web qui fonctionne. On va essayer de le faire un peu joli. Si on vend quelque chose ou simplement pour que même si c'est une association, on veut que les gens aient quelque chose de confortable à utiliser. Et pour cela, l'élément central, c'est justement CSS, Cascading Style Sheets, les feuilles de style.
J'ai mis important, c'est en fait un mot-clé dans CSS, important avec un point d'exclamation, mais CSS est effectivement très important. Il ne faut pas aller trop loin avec le HTML. Le HTML devrait être sémantique, définir la structure de la page. Il y a des entêtes, il y a des paragraphes, il y a des sections, il y a des articles qui peuvent être un peu séparés, il y a des headers, footers, etc. HTML aujourd'hui permet de bien décrire vraiment le modèle sémantique de votre page, et le style, il faut le faire avec du CSS. De mon temps, on devait utiliser des tableaux HTML pour aligner des trucs. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire ça. Il y a des éléments beaucoup plus modernes dans CSS, comme le flexbox, les grids, etc., les grilles. Donc, le CSS moderne vous permet vraiment d'aller très loin dans les styles d'une manière qui est assez propre, qui ne demande pas de moins en moins de faire de contourner des problèmes, etc. Donc, je vous encourage encore une fois à vraiment bien étudier le CSS. C'est un langage qui demande de l'expérience. Moi, je sais faire du CSS simple, mais quand je vois ce que font mes collègues spécialistes front-end, c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment un langage qui est très puissant au niveau présentation. Un autre élément important au niveau de l'apparence de votre site, c'est ce qu'on appelle responsive design. Je ne sais pas trop comment on traduit ça en français, mais le fait que votre site va s'adapter au format du client. Si vous avez, moi j'ai un téléphone assez basique ici, ou si vous avez un ordi avec 4 écrans, très large, etc., bah, c'est bien que votre site puisse profiter des aspects de ces différents terminaux. Donc on va faire le design de notre site pour qu'il s'adapte naturellement. Typiquement, bah, passer de 1 colonne à 2 colonnes, à 3 colonnes, quand on a des images, des grilles d'images, etc. C'est une bonne idée toujours de commencer par développer la version mobile en premier ou de se focaliser sur le mobile. Si vous regardez les statistiques de vos sites web aujourd'hui, en général, 80 à 90% des visites, c'est sur des téléphones. Les gens utilisent, à mon avis, beaucoup trop leur téléphone. Moi, j'ai une tablette que j'essaie d'utiliser souvent, mais il y a beaucoup d'utilisation du téléphone et ça dépend aussi de votre produit. Si vous faites une application, un site de transport public, c'est clair que les gens vont regarder sur leur téléphone. Donc, c'est souvent une bonne idée de commencer par le mobile et ensuite de faire la version luxueuse, si on veut dire, si on a un écran plus confortable. Un élément aussi qui est vraiment utile, c'est ce qu'on appelle le User Experience Design, donc le fait de concevoir intentionnellement comment votre site interagit ou comment l'utilisateur interagit avec votre site, de penser à ce que ça soit logique. Il y a des sites qui sont terribles dans cet aspect-là. Ça fait longtemps que j'ai plus eu d'amende routière en France, mais la dernière fois que j'en avais eu, j'ai utilisé amende.gouv.fr pour payer mon amende et j'ai trouvé l'ergonomie impeccable. C'était très rapide, c'était pas tellement agréable dans la définition de ce qu'il fallait faire, mais c'était efficace et le but était vraiment atteint d'une manière que j'ai trouvé vraiment appropriée à ce qu'on fait. Et vraiment, c'était vite fait. Donc, il y a des exemples parfois insoupçonnés dans ce domaine, mais c'est important que, surtout si vous voulez vendre un produit, si les gens... Surtout, moi, ce qui me gêne quand je suis sur un site web, c'est si j'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot. T'as pas fait ça, donc tu peux pas voir cette section, il faut t'inscrire avant d'aller ici, machin. Je laisse tomber. Il faut que ça soit convivial, disons. Donc, ça, c'est toute la science de user experience. Il y a des spécialistes qui font que ça, c'est un métier, donc c'est quelque chose à ne pas négliger. L'internationalisation, en Suisse, on est beaucoup confronté à ça parce qu'on a 4 langues nationales, donc c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, mais parfois, on démarre un site, on dit, bon, c'est une entreprise française, le français, c'est bon. Et puis après, tout d'un coup, vous vous alliez avec un partenaire espagnol et il faut faire le site en espagnol. Si vous n'y avez pas pensé dès le départ, ça va être compliqué. Donc, encore un de ces éléments auxquels on doit penser déjà au niveau de la conception assez rapidement dans votre site. Et puis, dernier élément dans cette... que votre site soit agréable et confortable, c'est l'accessibilité, qu'on abrège par A11Y, parce que c'est un mot qui est un peu long. Et souvent, quand on pense l'accessibilité, on pense à des personnes qui ont un handicap permanent, qui ne voient pas bien ou qui ont une main qui ne fonctionne pas bien, etc. Mais ça peut être n'importe qui d'entre nous. Là, j'ai mis exprès une image de quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre. Je me suis cassé la jambe et j'ai mon petit-fils dans les bras. J'ai plus qu'une main disponible. Ça change ce que je peux faire avec mon système.
Donc c'est vraiment important de tenir compte de ça. Il y a pas mal de domaines où il y a des exigences. Si vous faites des sites pour des organisations gouvernementales, vous aurez typiquement des exigences d'accessibilité que vous devez respecter. Encore un élément qu'il faut... Il faut être conscient que c'est important, que ça existe, et savoir comment le faire, ou savoir que moi, je ne sais pas le faire, et je vais devoir demander à quelqu'un de m'aider dans ce domaine. Beaucoup de ces choses-là, c'est ça, en fait, c'est savoir où sont mes limites, jusqu'où moi je peux aller, et à quel point j'ai besoin, à quel moment j'ai besoin de demander à une personne spécialisée de m'aider. Donc voilà pour cette question de l'aspect du site, qui soit joli, qui soit confortable à utiliser, qui soit accessible à tout le monde. Et finalement, ça fait que votre site va être utile ou pas, ou utile à un grand nombre ou à un petit nombre de personnes. Le prochain thème, c'est les images et la vidéo. Là aussi, on peut se dire, les images, c'est pas compliqué. Hein. Dans HTML, on met une balise IMG avec le nom l'URL d'une image et c'est bon. C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Si vous avez un site qui doit être performant, qui a beaucoup de trafic, et que vous voulez qu'il se charge rapidement, etc., il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Notamment les formats des images. J'ai mis ici peut-être les formats les plus répandus. Ils sont tous des formats bitmap, sauf SVG, qui est un format vectoriel. C'est intéressant parce que ça se redimensionne, on peut le générer aussi facilement. C'est un langage, en fait, qui définit les images. Et l'autre format qui est particulièrement intéressant, c'est WebP, qui est en fait une pyramide qui stocke dans un fichier plusieurs résolutions d'images, ce qui fait que votre browser, il peut d'abord afficher une image un peu floue qu'il a chargée rapidement, et ensuite, une fois qu'il a chargé l'image haute résolution, on l'affiche. Donc vous voyez tout de suite une image, pas très bonne, mais on la voit, et après elle devient meilleure. Donc c'est quelque chose que vous pouvez contrôler en utilisant les bons formats d'images qui savent faire ça et qui font aussi qu'on va moins envoyer de données sur le client. Donc, profitez de la bande passante. Et puis, j'ai juste mis un exemple de HTML, la balise Picture, qui permet de définir plusieurs images et dire, ça, c'est la préférée, mais si tu ne sais pas afficher celle-là, tu peux prendre celle-là, ou si l'écran est plus petit que 600 pixels, tu peux prendre celle-ci, etc. Donc, proposer des choix d'images que le browser pourra sélectionner. Donc, encore une fois, toute une science, une petite science de traitement des images, d'utilisation des bons formats. Peut-être côté serveur, on devra redimensionner les images pour les fournir directement à la bonne dimension pour économiser de la bande passante, etc. Donc il y a aussi toute une série d'aspects liés aux images. Et à la vidéo. La vidéo aujourd'hui, en principe, on la joue toujours en streaming. Donc on envoie l'exemple du bas ici, on envoie des petits paquets de vidéos au client, ce qui fait qu'elle peut démarrer tout de suite. Par opposition, on doit recharger tout un fichier et attendre 2 minutes avant que ça commence à jouer. Après 2 minutes, votre visiteur, en général, il est parti, à moins que votre contenu soit vraiment très intéressant. Donc là aussi, aujourd'hui, on utilise en général des services qui font ça, mais si vous n'avez pas ça, ou si vous devez faire un système fermé, vous devez pouvoir tenir compte de ça. Donc au lieu de télécharger une grande vidéo, envoyer des petits paquets, le streaming, il est en général adaptatif. Ça veut dire que le serveur, il va y avoir une mesure de bande passante en temps réel entre le client et le serveur, et le serveur va diminuer la qualité de la vidéo si votre bande passante n'est pas bonne. Vous voyez ça facilement sur des services comme YouTube ou Vimeo. Si vous êtes avec votre téléphone dans le train, la vidéo va peut-être devenir un peu granuleuse parce qu'il a réduit la qualité en voyant que la bande passante n'était pas bonne, pour que ça continue à jouer, et puis après elle va s'améliorer de nouveau quand vous serez sorti du tunnel ou que vous serez arrivé dans une ville. Donc aussi, encore une fois, toute une science derrière la lecture des vidéos. Pour nous, ça peut être aussi simple que de mettre un élément vidéo dans la HTML, mais si on a un site qui a beaucoup de trafic, il faudra se poser des questions. Donc voilà pour le traitement des médias, images et vidéos. Le chapitre suivant, c'est peut-être le plus important. Il y a 10 ans, la sécurité des sites web, si on avait un petit site web, on ne s'inquiétait pas trop, personne ne va s'intéresser à hacker mon site, c'est bon, j'y vais, je ne me pose pas trop de questions. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples de petites sociétés, de communes, de communautés qui se font hacker. Ça passe assez régulièrement par les sites web, parce que derrière le site web, il y a peut-être une partie qui est réservée aux employés avec une base de données ou une base de données de clients qu'un hacker pourrait vouloir exploiter.
Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit être sérieux avec la sécurité. C'est plus seulement le problème des grandes sociétés et des gros sites web. Je vous encourage vraiment à être au niveau de la sécurité ou à savoir à qui vous adresser pour vous assurer que votre site web est OK de ce point de vue-là. Le premier élément, Cross Origin Resource Sharing, le partage des ressources à travers les origines, c'est pas vraiment un problème de sécurité, mais c'est un mécanisme qui a été créé pour augmenter la sécurité. Typiquement, souvent vous avez votre site web principal qui fournit les pages et vous aurez un deuxième site qui va fournir les images. C'est assez commun pour des raisons d'organisation. On peut, avec Corse, en fait, configurer le serveur d'images pour dire tu ne dois fournir des images que pour les pages qui viennent du site principal. C'est une petite restriction qui augmente un peu la sécurité du truc. Surtout si c'est des images, ce n'est pas tellement un problème, mais si c'est des scripts, vous ne voudriez pas que vos scripts partent dans la nature sur d'autres origines, si on veut dire sur d'autres sites web. Donc c'est une petite configuration qui n'est pas très compliquée, qui se fait avec des entêtes HTTP, donc des métadonnées qui sont ajoutées dans le protocole HTTP quand le client fait des requêtes, et qu'on doit configurer juste pour que ça fonctionne. Typiquement, avec Corse, ce n'est pas quelque chose qui fait que vous allez être hacké en général, mais c'est quelque chose qui fait que votre site ne va pas marcher comme vous pensez parce que votre configuration de Corse n'est pas correcte. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître et encore une fois, savoir voilà, quand est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec ça. Sur beaucoup de mes slides, il y a des liens de MDN justement qui vous permettent d'en savoir plus et les slides seront disponibles après la conférence. Deuxième élément lié à la sécurité, qui est beaucoup plus problématique, et il y a des tonnes et des tonnes de sites web aujourd'hui qui ont des vulnérabilités dans ce domaine, le cross-site scripting. J'ai beaucoup simplifié ici, hein, donc comme j'ai dit, je vous envoie beaucoup de concepts en peu de temps, donc il faut faire ça assez simple, mais le principe c'est ça en fait. Typiquement, vous avez un formulaire, vous demandez à une personne d'écrire un commentaire ou leur nom ou leur adresse. Si vous mettez des balises HTML dans ce formulaire, vous pouvez mettre par exemple un petit bout de script JavaScript. Une balise script, le script, une balise /script, hop, vous avez mis un script à la place de votre nom. Si le serveur ne voit pas ça et ne le filtre pas, il risque de le renvoyer sur votre browser ou sur un autre browser quand on lira ces données et d'envoyer un script sur un autre browser qui va s'exécuter si vous n'avez pas fait juste. Et ça ouvre la porte à toutes sortes d'attaques, dont la suivante qu'on verra. Donc c'est vraiment quelque chose, la règle de base, c'est vous devez toujours filtrer les données qui viennent du client. Quand vous avez un formulaire et qu'on entre des données dans ce formulaire, il faut filtrer, c'est très simple. En fait, vous avez des entités HTML qui remplacent les chevrons qui déterminent les balises. Donc ça vous permet de dire, quoi que le client ait introduit dans le formulaire, ça ne va pas être du HTML, ça ne va pas être des scripts parce qu'on a filtré ces balises. Donc c'est simple à réaliser, à se protéger contre ça, si on y pense dès le début. Si vous avez un site qui existe déjà et qui a des milliers de vulnérabilités XSS potentielles, c'est un énorme boulot à corriger. Donc encore une chose à laquelle on devrait penser en avance. Et le cross-site scripting va souvent permettre de la prochaine attaque, cross-site request forgery. Quand vous êtes sur un site, vous êtes sur le site, je ne sais pas, sncf.fr, et un hacker arrive à introduire du code dans la page qui fait que votre site va faire des requêtes aussi sur le site du hacker. Typiquement avec un élément image, comme on voit ici, un IMG qui a une URL, qui va faire une requête sur un autre site. Il va retourner peut-être un pixel transparent, donc vous y voyez rien. Sur votre page, il y a un pixel transparent en plus, on ne va pas le voir en général. Par contre, ça a fait une requête sur le site du bandit, de l'attaquant, et ça a peut-être envoyé des cookies, ça a peut-être envoyé votre mot de passe, votre token d'accès à votre banque, etc. Donc ça, c'est une attaque qui est vraiment destructrice et qui peut être permise par le problème d'avant, le cross-site scripting. Donc, encore une fois, là, je vous parle de choses que je comprends, mais sans aller vraiment dans les détails. C'est typiquement un cas où moi, je devrais devoir demander à mes collègues de sécurité comment faire pour se prémunir la contre et comment éviter ce genre de problème. Donc, là aussi, vous avez des milliers de sites dans la nature qui ont des milliers de vulnérabilités et régulièrement, les attaques qu'on voit sont liées à ce genre de problème. Donc, des choses auxquelles nous, comme ingénieurs qui réalisons les sites web,
on devrait être sensibilisé et on devrait être attentif. Vous avez encore une fois des sociétés de services qui vont tester votre site, qui vont faire ce qu'on appelle le test pénétration, donc ils vont essayer de hacker votre site. Et très souvent, ils y arrivent et c'est un peu gênant, mais personne n'est parfait, donc c'est des choses qu'il faut corriger. Un autre scénario, on est un peu dans les scénarios catastrophes là. Un autre scénario très commun, c'est en bon français le Distributed Denial of Service, donc déni de service distribué, où en fait les bandits vont utiliser typiquement des ordinateurs qu'ils ont hackés, donc l'ordinateur de la tante Simone qui reste toujours allumé, et puis le hacker il a mis des choses dedans qui lui permettent de le télécommander. Et cet ordinateur hacké va commencer à faire des requêtes sur, par exemple, sncf.fr, et on va mettre 10 000, 100 000 de ces ordinateurs ensemble qui vont chacun faire des requêtes sur un certain site. Le but étant d'attaquer et de faire tomber un site pour une raison politique ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est très commun. Ça se passe tout le temps en permanence sur le web. Et là aussi, vous avez des services qui permettent de se prémunir la contre, ce qu'on appelle le WAF, Web Application Firewall, donc un pare-feu devant votre serveur qui va essayer de détecter ce genre de motifs et de les tuer dans l'œuf. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il faut attendre que ça passe, mais idéalement, on peut couper ça et éviter que ça ne fasse tomber notre serveur. Donc là aussi, encore une fois, une chose à laquelle on devrait être conscient et se poser la question, est-ce que notre site web est prémuni contre ça? Est-ce que notre fournisseur de services nous fournit quelque chose ou est-ce qu'on doit nous-mêmes installer quelque chose? Dernier point concernant la sécurité, le contrôle d'accès. Vous avez typiquement, souvent dans un site, vous avez une partie publique et des parties privées qui sont peut-être accessibles qu'aux administrateurs du site ou à vos employés ou aux gens qui sont inscrits dans votre association ou je ne sais quoi. Ça, c'est aussi un concept qui est très commun dans les services web et auquel on doit faire attention. Ça va en général souvent impliquer OAuth, un mécanisme qui permet au browser d'interagir avec un service d'identification qui va dire oui, alors c'est bien Bertrand, donc il peut avoir accès à cette partie du site, etc. Donc des choses qu'il faudra configurer. J'introduis ici la notion d'HTTPS, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Donc le protocole HTTP à la base entre le client et le serveur, il n'est pas sécurisé, c'est du clair. Donc tout ce que vous envoyez peut être lu facilement sur n'importe quel routeur. Avec HTTPS, on crypte la communication et la communication entre le client et le serveur, elle est sécurisée. C'est banal aujourd'hui, on le fait presque sur tous les sites. Par contre, ça implique des certificats cryptographiques et ça veut dire que ces certificats, vous allez devoir les garder à jour du côté de votre serveur. C'est des certificats qui ont des dates d'expiration. Donc tout d'un coup, le 1er mars, quelqu'un va sur votre site et puis le client dit non, je ne peux pas aller sur ce site, le certificat a expiré. Et tous vos clients sont bloqués pour accéder à votre site. Donc, pas très compliqué à gérer, c'est banal si on veut dire aujourd'hui, mais il faut être conscient que si vous avez du SSL, TLS, vous allez devoir vous assurer que vos certificats sont à jour. Il y a des services qui font ça, Let's Encrypt, etc. C'est tout à fait, c'est pas très compliqué à faire aujourd'hui, mais encore un élément de plus duquel on doit tenir compte. Vous voyez qu'on est assez loin du trio HTML, CSS, JavaScript. On a déjà énuméré, je ne sais pas, une douzaine de choses supplémentaires auxquelles il faut penser si vous voulez faire un site web sérieux. Prochain sujet, la performance. Là donc, la vitesse de réaction, la vitesse de chargement de votre site, qui est extrêmement importante. On pourrait se dire, bon, si mon site est un peu lent, les clients ils vont attendre, c'est pas un problème. Sur mon ordi au bureau, ça marche très bien. C'est pas. Première chose, les clients ils vont pas être patients. Ou ça va donner une mauvaise image de votre entreprise. Si moi je suis sur un site web parce que je cherche des informations, si le site est lent, je me dis mais c'est pas une entreprise très sérieuse. Ils savent pas faire du web. Est-ce qu'ils savent faire leur métier? Ça m'inquiète. C'est un peu comme quand vous allez dans un magasin physique. Si le magasin est moche et sale et sent pas bon, ça fait pas tellement envie d'y retourner. Et la performance du site web, c'est un peu ça. Et il y a des analyses, en fait, des recherches scientifiques qui ont été faites, des analyses documentées sur plein de données qui démontrent que
si le temps de réponse de votre site est au-dessus d'une certaine durée, typiquement je crois que c'est 500 millisecondes ou une seconde et quelques pour que votre page soit complètement utile, si vous dépassez ces seuils, les clients ils vont partir. À moins qu'ils soient super motivés parce que c'est une association, puis c'est vos membres, et puis ils sont OK d'attendre 5 à 10 secondes pour que le site soit chargé. Typiquement, encore une fois, si vous utilisez votre téléphone dans un train, certains sites, c'est pas possible. Vous êtes là, après 2 minutes, il n'y a encore même pas la moitié du site qui est chargé, ça va pas. Donc la performance, c'est pas juste un truc de geek pour être fier que notre site est rapide, ça a vraiment un impact sur le succès et le résultat de votre site. L'outil le plus connu pour ça, c'est les Core Web Vitals que Google a défini, qui sont une série de métriques qu'on peut appliquer sur notre site et qui nous dit est-ce que notre site est OK par rapport à la performance qui est attendue aujourd'hui sur le web ou pas. Il y a 3 éléments importants, le LCP, Largest Contentful Paint, combien de temps ça prend pour que le plus gros machin sur votre page soit affiché, typiquement si vous avez une image sur un blog post, etc. Cumulative Layout Shift, CLS, est-ce que votre page, est-ce qu'il y a tout qui bouge pendant que c'est en train de se charger? Vous avez certains sites où ça commence comme ça, puis après cette image elle va là, puis l'autre elle vient ici, puis après ça se redistribue. C'est assez désagréable visuellement, donc ça se mesure aussi. Et puis le INP, Interaction to Next Paint, c'est la vitesse de réponse après quand on clique sur un élément de votre site, à quelle vitesse ça réagit ou pas. Donc ces éléments sont calculés ensemble pour donner un score à votre site. Sur les produits sur lesquels je travaille chez Adobe, sur notre dernier produit, on doit arriver à 100. Et beaucoup de sites de grandes entreprises, ils sont à 32, 35, 40. Et nous, on place la barre très haut et on voit effectivement l'impact sur les résultats de nos clients. Que voilà, ils vendent plus de choses sur leur site web, ils ont plus de trafic, la société a une meilleure image, etc. C'est vraiment quelque chose qui a un impact très important aujourd'hui. Encore une fois, partir du mobile, se dire est-ce que ça marche sur mon vieux téléphone dans un train, c'est une très bonne philosophie ici. Une chose qui permet d'améliorer la performance, c'est le cache. Le principe est assez simple. Vous avez votre serveur qui peut être parfois un peu lent parce qu'on calcule des trucs, c'est tout à fait OK. Et puis vous avez votre client qui aimerait avoir des pages rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un cache, on les met dans un stockage intermédiaire. Quand la page a été calculée, on la garde là pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 2 heures peut-être, si c'est une page qui ne change pas souvent. Et le prochain client, il reçoit la page du cache, c'est plus qu'un fichier statique et ça va super vite. Le principe est assez simple, mais configurer ça avec tous les bons en-têtes HTTP, avec les durées de cache qui sont appropriées à votre contenu. Encore une fois, ce n'est pas si simple. Et c'est souvent un site, il a des contenus un peu hétérogènes. Vous avez la page d'entrée qui ne change pas souvent, mais s'il y a une information importante qui tout d'un coup arrive, ça doit s'afficher tout de suite, enfin dans les 2 minutes qui suivent peut-être. Vous avez des pages d'archives qui, si elles changent après 1 heure, c'est bon. Donc, vous aurez toute une gestion du cache qui peut être assez compliquée si vous avez un site un peu complexe. Et en fait, il y a 2 niveaux de cache. Le cache du milieu, ici, c'est un cache qui est dans l'Internet, si on veut dire. Donc, typiquement, un service de cache qui va faire ce boulot. Et il y a aussi un cache dans votre browser que vous pouvez utiliser intelligemment pour que ça soit plus performant quand vous êtes déjà allé sur le site et vous allez sur une autre page, etc. Donc la gestion de ces 2 caches n'est pas si simple si on veut que ça soit bien fait. Donc encore un sujet qu'on va devoir étudier. Et puis le prochain niveau de cache, c'est ce qu'on appelle le CDN, Content Distribution Network, des entreprises qui fournissent des services distribués sur la planète qui font que vous avez un cache qui est tout près de vous. Si vous avez un client en Australie qui accède à votre site, il va peut-être effectivement lire les pages sur un service qui est à Sydney parce que le fournisseur de CDN a mis un cache là-bas et ça permet d'être beaucoup plus performant. Vous avez toujours dans cette histoire la vitesse de la lumière qui intervient. Si vous devez envoyer des bytes de Paris à Sydney, ça prend un certain temps à cause de la vitesse de la lumière. Donc si le cache est plus près du client, ça sera plus efficace. Et c'est le service que les CDN fournissent. Des noms typiques, c'est Cloudflare, Fastly, Akamai, des services qui sont communément utilisés aujourd'hui. Et de plus en plus, ces services permettent aujourd'hui de faire tourner du code dans ce qu'ils appellent ces Points of Presence, POP. Dans le cas de notre client à Sydney,
s'il y a un petit bout de code qui pourrait tourner sur le service à Sydney et, encore une fois, tout près du client, sans devoir aller jusqu'à votre serveur d'origine qui est à Paris et qui est peut-être bien occupé déjà. Donc, aussi des concepts très intéressants qui permettent d'augmenter les performances en faisant tourner du code plus près du client. Encore une fois, un petit peu compliqué à gérer, c'est pas tout simple, mais le principe est assez simple. Dernier élément concernant la performance, lean and mean, ça je sais encore une fois pas très bien comment le traduire en français, maigre et musclé peut-être. Votre browser, il va aller demander une page HTML au serveur, et dans cette page HTML, il y a des balises qui vont lui faire charger d'autres choses, des images, des scripts, etc. Et il y a pas mal de pages aujourd'hui, vous allez sur la page d'entrée d'une société, et votre browser, il doit télécharger 1 mégabyte pour afficher une page. Et si vous regardez vraiment le contenu de la page, il y a 12 kilobytes de texte et quelques images. Donc on pourrait peut-être faire ça en 100 kilobytes si on était un peu plus attentif. Donc il faut faire vraiment attention aujourd'hui à ne pas se laisser entraîner, à mesurer la taille de nos pages et dire est-ce que cette page elle a vraiment besoin de peser 1 mégabyte à transférer au client. Au bureau, ça marchera très bien. Sur le téléphone, dans le train, ça sera peut-être un peu pénible, ou à la montagne. Donc, encore une fois, un élément qui peut être vraiment valable de prendre en compte. Comment on y arrive? Le principe, c'est d'utiliser HTML en premier, d'aller aussi loin qu'on peut avec HTML, ensuite ajouter du CSS pour faire les styles, et si vraiment on a besoin de JavaScript, d'utiliser du JavaScript. Mais en principe, JavaScript, on ne devrait en avoir besoin que pour les pages qui sont vraiment actives, qui sont interactives, qui font quelque chose de particulier. Sinon, il ne devrait pas y avoir de JavaScript ou très très peu. Donc ça, c'est des principes qui vont aider. Vous avez aussi des liens ici sur quelques articles sur ce sujet. Et toujours penser au mode dégradé. Justement, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Le téléphone dans le train, le téléphone sur le bateau. Aujourd'hui, sur les bateaux, vous pouvez avoir des connexions Internet assez rapides. Il y a quand même une certaine latence et ça peut se dégrader, etc. Donc c'est bien d'avoir ça à l'esprit quand vous faites votre site web. C'est comme quand on fait un mixage audio, on va écouter le mix sur des petits haut-parleurs pourris comme ça pour voir si ça sonne bien. C'est un peu la même chose. On va se dire, est-ce que mon site il va marcher sur un téléphone avec un Iridium par satellite sur un bateau? C'est une bonne question à se poser. Donc voilà pour les éléments de performance qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Et encore une fois, c'est tout un monde. Donc là, c'est bien de savoir, voilà, moi je sais que la performance, c'est important. Certains domaines, j'arriverai à gérer moi-même, et d'autres, je vais devoir demander de l'aide, demander à mes collègues, écoute, là, j'ai un problème d'optimisation d'image, est-ce que toi, tu es spécialiste de ce domaine, est-ce que tu peux m'aider? Donc, connaître nos limites, c'est important. Au sujet du développement, je ne vais pas aller du tout dans les détails. J'ai juste une diapo là-dessus, qui est la boucle de rétroaction, la feedback loop du développement. Et ça, c'est extrêmement important et ça se perd aujourd'hui. Vous avez cette boucle où vous pensez à ce que vous voulez faire, vous écrivez du code, vous testez votre code, ensuite votre code est utilisé parce qu'il est déployé sur votre site et il y a des clients qui visitent. Et puis après, bon, j'ai mis win. À la fin, vous gagnez, enfin, ça fait ce que vous vouliez faire. Ça, c'est très bien. Mais souvent, il y a des choses à corriger. Donc, vous devez passer beaucoup de fois dans cette boucle. Et si cette boucle est lente, parce que vous avez des builds, parce que vous avez des déploiements qui sont lents, ça va compliquer énormément votre travail de développement et vous allez être beaucoup moins efficace. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir, surtout quand vous avez travaillé avec des grosses équipes, d'accélérer cette boucle. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça aujourd'hui. Mais le meilleur outil pour accélérer cette boucle, c'est la simplicité. Justement, de se cantonner à la web plateforme si on peut, et d'éviter des frameworks additionnels s'ils ne sont pas indispensables, d'éviter des librairies additionnelles si on n'en a pas vraiment besoin, ou peut-être pas sur toutes les pages. Vraiment aussi, encore une fois, se poser des questions, d'être frugal, si on veut dire, dans ce domaine. Et ça va aider énormément votre projet. Voilà, j'arrive au bout, dans les temps, c'est pas mal. Ma conclusion, je l'appelle Coda, c'est mon côté musical. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de sujets. On est parti de HTML, CSS, JavaScript. Ah, mais il y a aussi ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc, créer des sites web de qualité industrielle, si on veut dire, qui tiennent la route dans les conditions d'aujourd'hui, c'est un métier. Mais c'est même plusieurs métiers. Quand on parle de sécurité, de performance, de design d'interface utilisateur,
de design graphique, etc. C'est tout un ensemble de métiers. Mais comme développeur web, c'est bien d'avoir un peu la vue d'ensemble et de pouvoir parler avec les gens qui font ça. Donc je vous encourage, j'espère que ça a mis le doigt sur certains éléments que vous ne connaissez pas bien. Je vous encourage à les approfondir et ça va vous aider dans votre pratique web. Ma conclusion, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai une autre conférence, c'est l'année passée que j'ai fait ici, je crois, la conférence sur la simplicité. Je crois, c'était ça. Hein. Je suis un grand fan de la simplicité et dans ce domaine, dans le domaine du web, la simplicité va vous aider énormément. Faites au plus simple. Réfléchissez, comment je peux simplifier mon site, comment je peux simplifier ces pages, comment je peux envoyer moins de trucs aux clients, etc. Et ça va vous aider dans énormément de domaines.